Radio One, 19h, 20h30, votre rendez-vous hebdomadaire de la petite balle jaune, Karl. Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va faire une émission un petit peu plus courte. On a quelques problèmes, donc on va faire une émission un peu plus courte. On va pas tout à fait faire le sommaire dont on avait parlé le sommaire qui avait été décidé. On va en fait commencer tout de suite avec Guillaume à regarder entre 19h et 19h30. On va regarder les chances des principales favorites et les principaux favoris, excusez-moi, pour ce Roland Garros. Allez, on envoie tout de suite. Roland Garros, c'est parti. Jusqu'à 20h30, Tennis Talk en direct sur Radio One. Salut Guillaume, comment ça va? Salut Karl, ouais ça va. Moi, tu sais, dès qu'on approche du Roland Garros, je ressens une petite excitation depuis 30 ans, donc c'est encore le cas cette année. Bon, bah c'est génial. Bon, on va pas gaspiller ton temps, on va tout de suite plonger très 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 vite. On commence en fait par regarder les chances on va regarder les chances, on va essayer d'éplucher les chances de chacun. On va peut-être commencer par les garçons. C'est mal, je sais, mais comme t'as pas beaucoup de temps, on va commencer par les garçons. Et Ouais. on va en fait commencer, on va dire, on peut regarder dans le classement à partir de la 16e place, les 16 premières têtes de série. Ça va aller très très vite pour le 16e. On va commencer par Kevin Anderson. Quelles sont ses chances? Je dirais même on aurait pu commencer après les Français, donc à partir du 11, ça aurait été encore plus crédible. Dans la télévision, on va quand même parler des Français parce que Roland Garros est un tournoi en France. Donc, on va quand même parler des Français, même si on n'a que très peu de mots à dire. Donc, on va commencer donc par Kevin Anderson, 16e mondial. Pas des résultats extraordinaires sur terre battue. Pas un joueur de terre battue. Un grand serveur, un mec super sympa, un mec très, très bien éduqué. Mais il aura ses chances plutôt à Wimbledon. Ouais, exactement. L'an dernier, je crois qu'il avait fait un huitième de finale. C'est typiquement le profil, puisqu'en plus il est 16e mondial, donc avec un tableau correct, il peut accéder au huitième, le voir plus loin, ce serait une grosse surprise. D'accord. 15e, Joe-Wilfried Tsonga. Ouais, bah, je pense que malgré sa campagne de communication, malgré le bluff, là, je pense que plus personne n'y croit. Il sort d'une saison très très moyenne. Bon, alors là, ce match évidemment à Rome, il a balle de match contre David Goffin qui joue pas trop mal, hein, mais enfin, David Goffin, c'est quand même bon, c'est pas non plus un membre du top 10. Bon, il arrive plus à faire la différence contre ces joueurs-là. Je le trouve pas particulièrement très en forme physiquement, malgré ce qu'il dit. Et puis chaque semaine, il dit depuis qu'il a repris, bon là c'était pas terrible, mais je me sens bien. La semaine prochaine ce sera mieux. Et on voit aucune amélioration très objectivement. Voilà. Après, il est français. Joe, sa particularité, c'est évidemment, il a réussi dans sa carrière à faire des belles choses, des fois, des moments où on l'attendait pas, au mental, un petit peu, à se sublimer. Moi, honnêtement, j'y crois plus et surtout pas sur terre battue. Voilà, mais bon, voilà. Donc, Même pas sur une quinzaine avec une terre battue un peu sèche, un peu vive, qui favoriserait les attaquants? pas dans la forme qu'il a affiché ces derniers temps, si tu veux. Voilà. Après, effectivement, comme il est capable de se sublimer un peu et de jouer avec le public, mais j'ai l'impression qu'il a perdu trop de choses là depuis 2-3 ans et qu'il est vraiment sur la pente descendante. Je le vois absolument pas revenir et sa victoire à Montréal ou à Toronto l'an dernier, franchement, pour moi, c'est une énigme même parce que vu les 2 dernières saisons, on se demande comment il a pu gagner ce tournoi. Voilà, c'est un miracle, ça arrive d'avoir une Ouais, semaine ouais, où on marche sur l'eau et puis on le voit tout de suite derrière à Cincinnati se fait sortir au premier tour et après on en entend plus parler. voilà. Je sais pas ce que t'en penses, toi, hein, de Joe, mais pour Non, Roland. rien de particulier. Je pense que tu disais qu'il arrivait à jouer avec le public. Je pense que même ça, il l'a perdu. Voilà, exactement. Exactement. Même ça, il l'a perdu parce qu'il n'arrive plus à se faire mal, il n'arrive plus à marquer ses points un peu délirants qu'il arrivait à marquer, à s'arracher, à montrer à tout le monde qu'il s'arrache. Il Ouais. n'arrive même plus à s'arracher, donc le public ne suit pas du tout.
Non, je le vois par exemple, tu vois, on peut comparer quand en 2012, là, il a balle de match contre Djokovic, fait un match extraordinaire en quart de finale et donc il est tout près de la finale, hein. Et puis au contraire, l'an dernier, il rejoue Djokovic en huitième et là, on a l'impression qu'il y a un monde, mais un univers qui s'est creusé entre les joueurs où Djoko, au bout de 3 points, nous amateurs de tennis, on avait tout de suite compris qu'il y aurait même pas de match et il y en avait pas eu. D'accord. Donc quoi, troisième tour au maximum, peut-être un huitième. Ouais, je dirais huitième un petit peu sur un tableau et puis parce que c'est vrai que là-dessus il arrive quand même à être régulier, mais voilà, ça sera bien, ce sera bien pour lui. Alors, quatorzième, l'énigme Gaël, mon fils. Bien résumé parce que effectivement, alors autant les autres années on avait tendance à dire l'énigme Tsonga, là l'énigme Gaël Monfils, oui clairement, parce que il fait pas une mauvaise saison, mais il fait pas une très bonne saison non plus. Il a eu quelques bons résultats, il a eu Monte-Carlo, et puis à la grosse différence des années précédentes, il a quand même quasiment fait la saison sur Terre en entier. Ça fait même un bon moment ça fait un moment qu'il joue à bon niveau, quelques mois. Après, il n'y a pas énormément de victoires marquantes. Mais quand on se rappelle que ces 7-8 dernières années, il a quand même fait 3 quarts, je crois, et une demi à Roland en arrivant sans aucun repère, on se dit que là, avec un peu plus de conditions, ça pourrait être mieux. Mais là, apparemment, c'est un peu moins bien physiquement ces dernières semaines. Alors, où est-ce qu'il sera lundi? C'est une fois de plus l'énigme. Voilà. Bah, lui seul le sait et peut-être même pas. Même pas, je pense. Là, à ce moment-là de sa carrière, je crois qu'il a compris qu'il ne saurait jamais où il en est. Ouais, mais nous non plus d'ailleurs, et on Non, apprécie juste le fait qu'il fasse de gros matchs de temps en temps et qu'il ouais, arrive. exactement. Je pense qu'il faut le prendre tel qu'il est, c'est-à-dire il donne ce qu'il a à donner, et nous on le reçoit, et puis voilà, puis on en demande pas Voilà. plus. Alors après, effectivement, il est tête de série 14 cette année. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été dans les 16 premières têtes de série à Roland. Ça doit faire 4 ans, je pense. Ce qui veut dire qu'avant les huitièmes, il jouera sûrement pas grand monde de dangereux pour lui. Voilà, donc à regarder le tableau quand même, mais lui, en l'occurrence, comme on va l'annoncer plus tard, mais je pense que ça va être une année à surprise. S'il n'est pas dans la partie de Djoko, par exemple, s'il n'est pas dans la partie de Andy Murray, bon ben pourquoi pas aller défier des joueurs du top 10 chez lui, sur terre, à Roland, des joueurs qui n'ont pas trop de repères et de résultats pour l'instant là-bas. Ouais, donc Gaël, moi j'attends de voir le tableau, mais je le vois en quart. Alors après, ben tout dépendra s'il a joué Djokovic ou Murray, mais sinon pourquoi pas aller chercher une demi cette année, ouais. Ouais, enfin moi je pense que justement les autres années il est arrivé sans aucun repère, et personne ne l'attendait et il s'attendait peut-être pas lui-même, ce qui lui donnait un peu cette folie, il disait bon bah, on y va quoi, il a rien à perdre. Alors que là justement il a joué, il a peut-être entamé son potentiel physique et il va peut-être se mettre un petit peu de pression, donc je serais plutôt inquiet pour ce qu'il va faire. Quand on l'attend, on sait toujours qu'il fait une cagade. Il sort Federer, il fait des grands matchs et en demi-finale à Monte-Carlo, il rate complètement sa demi-finale. Il rate Bon. complètement sa demi-finale, c'était terrible. C'était presque à pleurer. Ouais, moi après c'était surtout d'avoir été battu là à Madrid il y a une semaine par Granollers. Dans C'était un vraiment. match qu'il doit gagner. Ouais. Et puis bon, Granollers quand même, c'est pareil, c'est un joueur qui a 30 ans maintenant. Enfin, c'était un bon joueur de terre, mais c'est quand même un joueur un peu sur la fin. Bon, quand on s'appelle Gaël Monfils en Master 1000, quand même, c'est le genre de match qu'on doit pas perdre. Et ça, c'était un peu moche. Donc voilà. Après, physiquement, je sais pas où il en est puisqu'il a pas joué à Rome et qui. Donc ça, c'est très 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 mauvaise nouvelle. Voilà, exactement. Bon. Généralement, il jouait à Nice. Il jouait à Nice et là, il Il joue aurait pas. pu gagner. Je pense surtout ce qui aurait été bien, c'est qu'il gagne le tournoi de Bucarest. Il a un peu balancé pareil contre Garcia Lopez. Là, il gagne le premier, il est en tête au deuxième et puis après il perd. C'est dommage parce qu'il aurait pu faire Monte-Carlo demi, Bucarest, il gagnait derrière. Il avait pas mal de confiance et bon là du coup il repart. On sait pas trop où il en est.
Après, effectivement, il est protégé, il est numéro 14, donc attendons de voir aussi le tableau. Mais bon, voilà, moi je le vois, allez, je vais me lancer, je vais dire, je le vois en quart. Je le vois en quart. Entière. Ok, Gilles Simon. Gilles Simon, le paralytique. Ouais, voilà, exactement. Bon, je crois que là, il se reblesse au mauvais moment. On n'est pas encore sûr de savoir s'il sera dans le tableau et dans quel état. En même temps, il a rarement été à 100% physiquement. À part il y a bon dans ses bonnes années là 2008-2010. Oui, par contre, il est 13e mondial et c'est vrai qu'il perd très rarement contre des joueurs en dessous de la 20e place. Donc Gilles, si physiquement ça, il faudra voir. Hein, donc on attend de voir le pronostic, mais si les médecins lui disent que ça va, oui, je pense que Gilles Simon, on peut parier sur un 8e de finale. Après, au-delà, non, je le vois pas aller plus loin. Pareil, il est quand même limité sur terre et les joueurs qui sont au-dessus de lui, je le vois peu rivaliser avec ces joueurs-là, en tout cas sur terre. Alors, donc Gilles Simon, peut-être un huitième. Feliciano Lopez, Feliciano attaquant Lopez, espagnol gaucher. Le gaucher attaquant espagnol. ouais. Feliciano La Lopez, terre battue n'est pas sa surface. non, et puis voilà, comme il faut trouver là, bon, on va le faire par élimination et peut-être pas arriver plus vite au top 10, mais Feliciano Lopez, dans les têtes de série hautes, il y en a toujours qui perdent dans les premiers tours. Bah voilà, disons que je partirais plutôt sur lui pour perdre dans les deux premiers tours, ouais. Ok. Grigor Dimitrov. Il a 34 ans cette année, hein, d'ailleurs, hein, donc bon. Oui, et puis c'est pas la terre battue son truc. Non, Hein. non, Il a fait non, une grosse on saison le verra. de l'année dernière. Il a Ouais. joué très bien sur dur et on a bien vu que dès que les tournois de terre battue sont arrivés, que ce soit au Portugal, Ouais, à ouais, non. Madrid, qui est quand même sa ville d'adoption, bah, il a rien fait de particulier. Non, non. Alors, on va passer tout de suite à Dimitrov, comme ça on va se rapprocher du top 10. Grigor Dimitrov, 11e, pas des résultats flamboyants. Il marque vraiment un gros coup d'arrêt comparé aux joueurs juste avant la fin de l'année 2014. On avait l'impression qu'il pouvait monter plus et là il reste bloqué à cette 11e place depuis le début de l'année. Ouais, exactement. Et puis bon, les joueurs majeurs là qu'il a rencontrés, il avait perdu contre. Bon, il avait battu Wawrinka 2 fois par contre sur terre. Vavrinka, il peut gagner, il peut perdre. Vavrinka, Voilà. c'est. Mais par contre, On en parlait la semaine dernière, hein, l'alignement de planète sur Vavrinka. S'il y a alignement de planète, Vavrinka va sortir le match incroyable. Euh, c'est un joueur, moi je pense que c'est un des joueurs qui peut gagner un match en étant mené 6-0, 5-0, 40-0. Et d'un coup, il se remet à trouver le chemin ouais, et il peut être il est inarrêtable. capable après de faire des grosses séries de points, effectivement. Ouais. Non, Dimitrov, surtout, je l'attends pour rebondir un peu plus tard, bon, parce qu'il faut pas l'enterrer, il a que 24 ans, mais par contre, non, à Roland, je le vois pas aller loin. En plus de ça, là, les joueurs majeurs qu'il a rencontrés sur Terre, c'était Monfils, c'était Nadal et c'était Fognini dans à moindre mesure. Il a perdu à chaque fois, donc je le vois pas se réveiller pour Roland. Faudra plutôt regarder la suite et puis en plus il aura pas mal de points à Et défendre à pas que de Wimbledon. points, hein. À Wimbledon, il a un paquet de points. Il a gagné au Queens, Voilà. il a gagné Wimbledon. Il a beaucoup de points. Enfin, Queens, il a que 250 points, mais Non, dans non, la mais période. la saison sur gazon, il a 1300-1400 points à défendre en 2 semaines, donc c'est là qui, voilà, donc non, je le vois pas rebondir à Roland en tout cas. C'est marrant, hein, c'est plutôt un candidat à la baisse, un candidat à la baisse au niveau du classement. Alors, Marin Cilic, bon, on peut aller très vite sur lui. Hein, il Ouais, revient, il est en il a rien montré. Il est en phase de reprise. Je crois que l'US Open, il le digère toujours. Il est toujours en train de le digérer. Et on pense tous que voilà, il a connu son heure de gloire. C'est bien, tant mieux pour lui. Et puis voilà. En plus, à Roland Garros, je le vois absolument pas embêter des gens. Et je pense que pareil, il pourrait être dans les têtes de série hautes qui perdront dans les 3 premiers tours. Voilà. Alors, on commence par vraiment des gens qui peuvent être sérieuses. Stan Wawrinka.
un joueur qu'on adore ici, on adore son style, on adore le mec, gentleman sur le court, Stan Wawrinka. Que Pas peut-il forcément en faire? dehors des cours, hein, d'ailleurs, parce qu'on a vu que sa femme là est sortie des. Là, en dehors des cours. Moi, ce qui se passe en dehors des cours, ça ne me regarde pas du tout. Mais enfin, j'ai vu ça parce que cette semaine, ça a fait la. Ils en parlaient sur les sites de tennis et qu'il y a un règlement de compte un peu à hockey choral et ils expliquaient que du coup, c'était aussi, ça avait été très très lourd pour lui ces derniers temps. Il s'est séparé. Et bon voilà, ça joue aussi évidemment. Mais bon, quand je le vois jouer comme il a joué contre Nadal, j'ai pas l'impression qu'à ce moment-là, il pense. Exactement. Là, par contre, il a fait une grosse performance. Donc évidemment, Wawrinka, bah, très décevant après la saison en indoor, mauvaise saison sur terre. Et puis la semaine dernière, bonne semaine à Rome, notamment, bon évidemment le match contre Nadal, où c'est vrai qu'il a fait un très bon match. Il apparaît comme un de ceux, effectivement, on l'avait déjà dit l'an dernier. Bon, malheureusement, il avait perdu au premier tour sous la pression. Mais par contre, là, il sera beaucoup moins attendu parce que il y en a d'autres qui sont beaucoup plus attendus que lui, tout simplement. En revanche, c'est vrai que dans des confrontations puisque Nadal est bien descendu, c'est quand même un joueur qui peut, Wawrinka, qui va pouvoir encore gêner certains ténors, notamment sur terre, parce qu'il a bien la surface aussi. Et on sait qu'il y a des joueurs, justement les grands, Djoko, Nadal, qui n'aiment pas du tout le jouer. Raonic non plus, Nishikori. Donc voilà, je le vois pas forcément faire un exploit et aller en demi-finale, mais s'il sort Quoique. exactement, et s'il sort des premiers tours, je le vois par contre aller nous chercher, aller nous claquer un gros match contre un top player. Voilà. Donc, par exemple, j'imagine bien, parce que tout le monde est en train de dire, aussi bien on va avoir Nadal, Djokovic en quart, par exemple, ça pourrait effectivement tomber et là avoir la grosse surprise et tout. Je pense que Djoko là, il se dit aussi, ouais, Nadal, mais Wawrinka, j'ai pas forcément peut-être envie de le jouer en huitième non plus. Je pense qu'il préférerait l'éviter, par exemple, de jouer Wawrinka en huitième de finale, puisque ce serait possible. Voilà, donc toujours pareil, attendons évidemment de regarder le tableau. On pourra en parler plus la semaine prochaine. Avec Exactement. mais non, moi comme il a perdu l'an dernier au premier tour, je suis persuadé que cette année il ira en deuxième semaine. Après, on regardera le tableau pour savoir, pour le jauger un peu plus. D'accord. Alors, après, bon, on va essayer d'aller très vite parce que toi, tu n'as plus que 2 minutes. Ouais, allez, 5 minutes, on va un peu. David Ferrer. David Ferrer, bon, comme on peut y aller vite, mais il sera là en deuxième semaine, j'en mets ma main à couper, il sera là en quart de finale, et puis il embêtera encore le joueur qui aura joué en quart de finale, comme d'habitude, mais je pense que par contre, étant donné la durée des 5-7 maintenant, son âge, un peu moins de... son jeu n'est basé quand même exclusivement que sur le physique, sur la résistance, donc là, en 5-7 sur terre battue, ça sera compliqué d'aller plus loin que l'écart, comme l'an dernier où contre Nadal, il avait fait un premier set extraordinaire, mais par contre, après, le poids des années s'était fait sentir et il avait craqué au bout d'une heure et demie. Voilà, donc David Ferrer, je le mets en quart de finale. Bon, septième, Nadal, incroyable. Il avait pas été septième depuis 2005. Et encore, il est limite même, il est septième là, il aurait même pu être huitième avec à 100 points. Et là, tout simplement, Nadal, c'est bon, on en parlera la semaine prochaine puisqu'il y aura un seul tour qui sera passé. J'espère pour lui qu'il sera encore dans le tableau. Mais là, on est devant un cas où il y a 2000 points devant lui. Donc c'est même là, il y a une pression hallucinante parce qu'il peut sortir du top 10 dans 2 semaines, ce qui en même temps, il a rien fait de plus pour rassurer. Il est loin. Moi, surtout là, j'ai revu des images et je l'ai regardé dans sa défaite contre Wawrinka. Il y a rien qui s'améliore au niveau du coup droit. La balle ne sort toujours pas. Il joue juste derrière les carrés de service et il se fait massacrer contre des joueurs comme ça, qui montent un petit peu, qui ont un peu de la confiance. Il tient un peu moins l'échange, il fait plus de fautes, il sert un peu moins bien. Donc les joueurs qui sont au-dessus de lui, ils sont tous potentiellement des vainqueurs potentiels sur terre battue. Peut-être, bon alors il y a toujours Federer évidemment, c'est autre chose, mais
quand on regarde la liste des joueurs qui sont au-dessus de lui et même Wawrinka derrière, il y a maintenant une dizaine de joueurs qui peuvent le battre. Peut-être plus, parce que Parce que je pense que tout le monde maintenant, moi j'ai vu Cuevas lui poser énormément de problèmes, alors que bon, il était encore un petit peu craint. Je pense que il y a quand même pas mal de joueurs qui peuvent se dire qu'ils peuvent tenter leur chance, parce qu'on a vu un peu comment ça se passait. Il ratait énormément d'occasions. C'était un métronome sur toutes les balles de break contre lui, sur toutes les balles de break pour lui. Il arrivait toujours à vraiment. Pour moi, c'était le joueur qui savait jouer les vrais points importants. Ouais, bien sûr. Le seul joueur qui pouvait, parce que parfois Federer sur les points importants, il passe un petit peu à travers, alors que lui, il était toujours extrêmement concentré. Et là, quand on voit dans son match contre Wawrinka où il mène 6-2 au tie-break, dans un Wawrinka qui fait un peu n'importe quoi, il est incapable d'en claquer un. Ouais, et puis surtout, là où tu as raison, c'est que là, depuis le début de l'année, les stats, elles sont même hallucinantes pour un mec qui a eu autant de succès, c'est-à-dire que il a perdu énormément de matchs où il menait un 7-0. Exactement. Il a eu des balles de 7, des balles de break, etc. Là, avant, on avait l'impression qu'il les ratait jamais, et là, Jamais. on a l'impression que dès que c'est le contraire, dès qu'il y a eu un match accroché, il l'a perdu. Ce qui, évidemment, ce qui paraît... Ce qui est très mauvais, parce qu'évidemment, si toi t'as vu les stats dans les vestiaires, tous les joueurs ont vu les stats, et ils commencent à y croire. Bien, Donc, exactement. il va se faire accrocher, il va se faire emmerder par tout le monde. Ça va être encore plus difficile. Alors qu'avant, les joueurs se disaient souvent, même si quand c'était accroché, je me souviens même de joueurs un peu de second plan. Il y avait l'Allemand là, comment il s'appelle, qui l'avait embêté il y a 2-3 ans à Roland au premier tour. Ouais, il menait 5-1 dans un set où il y avait un autre Espagnol qui. Il gagne un set et puis derrière il a un break dans le deuxième. À l'époque, tout le monde devant la télé, dans le stade, tout, personne ne s'inquiétait. Je veux dire, tout le monde se disait bon, allez, il va nous faire le coup comme d'hab. Là, par contre, cette année, ce même mec fait ça. Là, tout le monde se regarde et se dit oulala, ça sent la fin. Et ça se sent sur le terrain, ça se sentira lui, ça se sentira chez Tony, ça se sentira chez le mec d'en face. Donc, les données du problème changent et c'est énorme chez un joueur de tennis de pas arriver en confiance. Et il ne va pas arriver en confiance pour la première fois de sa vie. Est-ce que tu te souviens qu'à Madrid, il a dit j'ai quelque chose d'important à dire. Mm-hmm. Et il avait une tête vraiment bizarre. Moi, j'ai eu l'impression qu'il allait annoncer qu'il arrêtait. Et ouais. Après, il a parlé d'autre chose et tout le monde a oublié. Mais j'ai eu un moment l'impression qu'il voulait arrêter. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas si personne n'en a parlé. Non, et ça me... Souviens-toi de ce qu'on s'était dit il y a déjà 2-3 mois quand on avait annoncé la saison, qu'on avait vu que Nadal était en difficulté. On va terminer là-dessus, je vais y aller. Du coup, je te laisserai après égrener les. On en reparlera la semaine prochaine de toute façon. Et puis voilà, pour moi, en tout cas, Djokovic, c'est le favori numéro 1 à 105%. Mais on s'était dit que Nadal, si en cas d'échec, notamment vraiment douloureux, c'est-à-dire une défaite en 8e ou contre un joueur pas un du top 4, effectivement, ce serait quand même. Moi, j'avais envisagé qu'il dirait après rapidement, bon voilà, j'y arrive plus, je sens que je peux plus revenir et j'arrête, parce que je le vois absolument pas faire ce que Hewitt a fait ou même ce que Federer fait, accepte depuis 2-3 ans, c'est-à-dire d'être numéro 2 ou numéro 3, mais plus numéro 1, mais de continuer. Et Nadal, je le sens pas du tout faire ça par rapport à tout, son caractère, sa domination. Voilà, je le vois pas venir faire de la figuration à Roland-Garros ou sur terre battue. À partir du moment où sur terre, il est plus numéro 1, il est même le 4, le 5, le 6, le 7 cette année, sur gazon, ça serait sûrement une catastrophe. Il va pas aller se flinguer les genoux sur ciment ensuite, donc que devient l'intérêt d'une saison pour lui? Voilà, on aura effectivement, les gens l'anticipent peut-être pas, mais aussi bien dans une semaine, la carrière de Rafael Nadal est presque derrière lui. Voilà. Bah peut-être, on va voir. Hein. En même temps, on sait qu'il va se battre, mais on a surtout l'impression qu'il a plus les moyens de se battre.
Ce qui est intéressant d'ailleurs, on le connaît, donc on sait très bien qu'il. Mais il a plus les moyens, franchement. Et tu trouves qu'il a les moyens de se battre encore? Il a plus de jambes. Voilà, moi c'est ça. Surtout quand on le compare aux autres, c'est que là il apparaît loin de plus seulement de Djoko, c'est-à-dire qu'il apparaît loin même de Federer au niveau du jeu de jambes et au niveau de la condition. Roger, il a l'air bien plus en forme et bien plus jeune que Nadal, donc c'est bien ça le problème, ouais. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait ce truc. Il n'a que 28 ans, hein, il va avoir 29 ans pendant le tournoi. Mais ouais. Et en fait, il va peut-être nous faire une borgue, quoi. Il va peut-être nous faire une borgue, c'est-à-dire que le joueur, à un moment, qui avait 26 ans, qu'on pensait encore parti pour plusieurs années, s'arrête, parce que dans la tête et dans le corps, ça suit plus. Ouais, alors après, juste, je mettrais un petit bémol, c'est que Nadal, n'oublions pas un truc, il gagne son premier Roland-Garros en 2005, donc c'était il y a 10 ans. Oui, il a 19 ans. Hein. Voilà, ouais, bon, c'est quand même énorme, hein, parce que tous les joueurs qui ont gagné Roland-Garros à 19 ans, il y en a très peu qui étaient encore à 29 ans à jouer les premiers rôles en Grand Chelem quand même. Hein. Michael Chang. Ouais, mais enfin, il en a gagné un. Il en a gagné qu'un, non pas 9, ça c'est sûr. Mais 9 c'est énorme. On verra pas peut-être une performance de la sorte de notre vie. Non, sûrement pas. Non, mais évidemment. Mais comme on reverra sûrement pas quelqu'un gagner 17 tournois du Grand Chelem, comme Federer, etc. Même si Djoko, bon, je me disais la dernière fois, là, il peut... Djoko, à mon avis, il peut les gagner, hein. Surtout dans la forme où il est, surtout qu'on voit que la concurrence commence à être très 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 loin. La seule personne qui concurrence, c'est peut-être Murray, et c'est peut-être Murray. On pourrait voir d'ailleurs une finale Murray-Djokovic. C'est pas mal, ouais. Moi, c'est ce que je me disais. Bon, je vais y aller pour cette semaine, et puis je vous retrouverai la semaine prochaine pour le début de Roland-Garros. Hein, pour le début de Roland-Garros. Bah écoute, porte-toi bien, et puis on continue. Allez, alors on continue, donc on parlait de Rafael Nadal, bien sûr, qui nous inquiète et qui inquiète tout le monde, qui inquiète toute la planète tennis. On a pris un peu des risques en disant on avait ressenti, surtout moi, qu'il avait envie de dire qu'il avait envie d'arrêter sa carrière, mais c'est quelque chose qu'on a bien ressenti. Donc on va voir un peu ce qui va se passer. On va terminer très très rapidement. Donc Milos Raonic sur un pied, sera-t-il à Roland-Garros, n'y sera-t-il pas? C'est peut-être un des joueurs majeurs qui sera forfait. En tout cas pour moi, il n'a aucune chance de gagner Roland-Garros dans la condition physique actuelle. Kei Nishikori, il était attendu un peu comme un des grands sur terre battue. Il a pas été il a gagné Barcelone, ce qui est pas mal pour la deuxième fois, mais à Madrid il n'a pas été top, à Rome il n'a pas été top non plus. Donc on va voir un peu ce que Kei va faire. C'est en 5-7, c'est quelqu'un qui est parfois un peu fragile physiquement. Moi je le vois peut-être en quart, en demi, ça me semble un peu difficile. Thomas Berdych, 4ème. Eh bien Thomas Berdych, toujours ses problèmes mentaux, toujours cette façon de coincer contre des joueurs un peu mieux classés que lui. On l'a vu à Madrid contre Nadal, un Nadal vraiment tout petit au départ du match, et on l'a vu ne pas mettre les points qu'il fallait, ne pas enfoncer le clou, ne pas lui mettre la tête sous l'eau et perdre le match. On l'a vu aussi contre Federer à Rome, où il n'est pas arrivé à poser les problèmes à Roger, qui s'en est sorti avec beaucoup de malice, beaucoup de métier. Donc c'est toujours un joueur qui a ce problème contre les joueurs les mieux classés que lui. Il sera peut-être en quart de finale. Andy Murray, eh bien c'est la grande progression sur terre battue avec 2 tournois gagnés comme ça d'un coup alors qu'il n'en avait jamais gagné un. Son jeu, son sens tactique, son physique lui permettent de bien figurer. Pourquoi pas en finale contre Djokovic, il n'est pas dans le même tableau que lui. En tout cas, il ira au moins en demi-finale, Murray. Federer, une énigme pour moi, je l'avais donné absolument perdant à Rome, il est revenu, il est allé en finale, il s'est absolument fait exploser par Djokovic en finale avec des stats absolument épouvantables sur lesquelles on va pouvoir revenir. Donc moi je le verrais bien en 8ème. En 8ème, en quart, ce serait pas mal déjà. Djokovic, rien à dire, c'est le favori numéro 1. Guillaume l'a dit, je le redis aussi, je confirme, favori numéro 1 pour le tournoi, à moins d'une blessure, d'une cheville tordue, ça c'est toujours possible. Quand on est très très en forme, on est fragile, on est très fragile. Donc il doit vraiment se préserver, et surtout, comment va-t-il gérer la pression pour aller chercher le tournoi qui lui manque? On le saura à la fin de la quinzaine. Allez, tout de suite les informations, et je vous reparle tout à l'heure pour reparler des filles, et après on arrêtera l'émission. En avant.
Jusqu'à 20h30, Tennis Talk en direct sur Radio One. L'essentiel de l'actualité, François Poulet. Bonsoir à tous. Les familles vont enfin pouvoir commencer à faire leur deuil. Les 150 victimes du crash de l'A320 de la Germanwings ont été identifiées. C'est ce qu'a annoncé le procureur de la République de Marseille ce mardi. Les 150 certificats de décès ont ainsi pu être signés, ainsi que les 150 permis d'inhumer. Les actes de décès ont été remis par le procureur de Marseille aux représentants de la Lufthansa, maison mère de la compagnie low-cost Germanwings. Pour rappel, la catastrophe du 24 mars dernier est due, selon l'enquête, à un geste volontaire du copilote Andreas Lubitz. Le jeune homme a précipité au sol l'A320 de la Germanwings qui reliait Barcelone à Düsseldorf. 72 passagers étaient allemands, 47 espagnols. Le CV du poulain de Gérard Larcher n'a pas convaincu. La commission des lois du Sénat a rejeté ce mardi la nomination à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique d'un juriste vice-président du tribunal suprême de Monaco, Jean-Michel Lemoine de Forges. Marine Le Pen a été relaxée par la cour d'appel de Douai dans le Nord dans l'affaire du faux tract de Jean-Luc Mélenchon lors des législatives de 2012. La présidente du Front National avait été condamnée en première instance à 10 000 € d'amende par le tribunal correctionnel de Béthune dans le Pas-de-Calais. Fin mai 2012, les équipes de la leader frontiste avaient distribué un tract comportant une photo de Jean-Luc Mélenchon et reproduisant l'une de ses phrases « Il n'y a pas d'avenir pour la France sans les Arabes et les Berbères du Maghreb ». Marine Le Pen avait alors été citée à comparaître pour manœuvre frauduleuse et publication d'un montage sans le consentement de l'intéressé. Côté sport et rugby, le manager du 15 de France, Philippe Saint-André, a tranché dans le vif ce mardi en évinçant de la prochaine Coupe du Monde qui se tiendra du 18 septembre au 31 octobre prochain Camille Lopez, son ouvreur titulaire depuis novembre, au bénéfice d'un revenant François Trinduc et d'un vétéran Frédéric Michalak. Les 36 heureux élus se réuniront au Centre national du rugby de Marcoussis à partir du 6 juillet prochain. Le groupe sera ensuite réduit à 31 le 23 août prochain au lendemain du deuxième match de préparation face à l'Angleterre. Radio One, 19h, 20h30, votre rendez-vous hebdomadaire de la petite balle jaune, Karl. Et voilà, je suis de retour tout seul, Guillaume est parti, les autres ont disparu, peut-être sont-ils en train de travailler leur revers, leur coup droit ou leur service, mais en tout cas ils sont pas là en train de parler de tennis malheureusement. Je suis là comme d'habitude, présent au poste. Alors on a parlé des garçons, on a fait une grosse demi-heure sur les garçons. On l'a fait avec Guillaume parce qu'il connaît très bien le tennis masculin et c'est pour ça qu'on s'est permis de faire les garçons en premier. On va faire les filles maintenant. Donc on a le tournoi WTA. Alors les filles maintenant, on va reprendre le classement aussi. Là, on va. Est-ce qu'on prend Est-ce que je prends par allez, on va se faire plaisir. On va partir de la 16e place, hein, même si. Donc en 16e, on a. Je vais me laisser un peu. Je vais partir d'un peu plus bas. On va partir de la 17e place en fait avec une joueuse que j'aime beaucoup. 18e place pardon avec une joueuse que j'aime beaucoup, c'est Zvetana Kuznetsova qui a très très bien joué, qui a été en finale à Madrid, qui n'a pas gagné malheureusement. Je dis malheureusement parce que c'est une joueuse que j'aime beaucoup. On se souvient quand elle était arrivée en 2001, très très fraîche, très très puissante. Bon, elle a eu quelques problèmes de dopage aussi, c'est très dommage. Mais elle était là. Elle arrive quand même à revenir. Elle était plutôt passée de l'autre côté des 20e, 27e, 25e. Et puis là, elle est revenue. Bon, j'aime bien. Moi, je suis pas très objectif. Hein, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Aucune chance, bien sûr. C'est un peu trop dur physiquement pour elle. Mais pourquoi pas un huitième ou un quart. Sarah Errani, une belle joueuse de terre battue qui avait été en finale, qui s'était fait exploser en finale parce qu'elle a quand même des lacunes dans son jeu, absence de puissance, service défaillant, absence de puissance. Là, c'est encore plus criant maintenant avec des joueuses qui frappent de plus en plus fort et on voit notre Sarah Errani qui était quand même numéro 4 mondial à un moment descendre. Donc je lui donne pas de chance
d'aller en finale cette année, ça c'est sûr. Mais en revanche, elle peut aller au 4e tour, 8e de finale, ce serait tout à fait correct pour une très bonne joueuse de terre battue. De plus, elle ne joue plus le double, donc elle reste assez fraîche physiquement. Pas que ce soit extrêmement fatigant de jouer le double, mais pour des joueurs comme ça qui sont dans les premiers, ça peut être un peu problématique. Donc on va dire que bon, un 8e de finale pour Sarah, un peu parce que c'est sympathique et c'est sympathique et qu'on l'aime beaucoup aussi. Donc voilà. Alors, on va passer tout de suite à la 16e place, Madison Keys. Alors Madison Keys, elle nous a impressionnés en Australie et puis elle a un peu disparu derrière, des blessures, pas très bien, un peu de mal peut-être à digérer sa demi-finale en Australie, pas de résultat transcendant derrière. C'est pas une joueuse de terre battue, même si chez les filles la surface ne pose pas autant ne fait pas autant de différence entre les joueuses entre elles. Donc je la vois quand même pas en ce moment sur son niveau de forme plutôt moyen. Je ne la vois pas faire quelque chose malheureusement pour elle. Donc on va tout de suite passer à la 15e place. Venus Williams, le retour après la maladie. Bon, elle a l'air d'être là à ce niveau-là, de plafonner. Peut-être qu'elle peut arriver jusqu'à la 10e place, mais ça me paraît assez exclu qu'elle arrive plus haut. Paris n'est pas son tournoi préféré. La surface ne lui convient pas du tout. Elle n'a jamais fait de choses extraordinaires à Paris, donc non, là peut-être pour elle un 3e tour, peut-être mieux, un 3e tour un peu mieux, mais sinon bon, rien de particulier et on va voir ce qu'elle va faire. 14e Agnieszka Radwanska, c'est la chute, hein. Elle a été 4e mondiale, elle est 14e maintenant. Elle a travaillé avec Navratilova, ça s'est mal passé, ça s'est pas bien passé, elle n'est pas arrivée à comprendre et à faire les ajustements que Navratilova lui demandait pour un jeu beaucoup plus d'attaque. Elle ne peut pas se permettre d'attendre du fond du court parce qu'elle va se faire pilonner par des joueuses très puissantes telles que Venus Williams, Madison Keys, Serena Williams, Elodie Bouchard, et même des filles comme Sabine Lisicki, Angelique Kerber, Andrea Petkovic. Tout ça, c'est de la grosse artillerie et elle n'y arrive pas. Et elle n'a toujours pas compris comment on arrivait, enfin pas compris. C'est peut-être pas dans sa nature, c'est une joueuse qui est une grande défenseuse, qui arrive aussi à bien gérer la géométrie du court, un peu comme Martina Hingis en son temps, mais qui a du mal à maîtriser des joueuses puissantes. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer pour elle. Je pense que elle va rester là, aux alentours de la 15e place. Je dirais plutôt entre la 15e et la 20e place. Mais il est exclu qu'elle gagne Roland Garros cette année. Ça, c'est clair. Elle n'est pas assez bien dans sa tête pour ça. Donc ça, c'est complètement exclu. Et on va passer à autre chose. Un 4e tour, ce serait une grande performance. Alors, Lucie Safarova, la gauchère tchèque, une joueuse très très irrégulière, hein, qui peut plus ou moins battre tout le monde ou qui peut perdre aussi contre n'importe qui. Donc là, c'est pas du tout une gagnante du tournoi, ça c'est sûr. Pareil, je la vois aller en 4e tour. 4e tour, ça fait partie de ces gens qui peuvent aussi perdre au 2e tour. Donc on va pas s'attarder. Une autre Tchèque, 12e, Karolina Pliskova. Bon, c'est une joueuse qui avance bien, qui a fait des résultats, qui a 23 ans, une joueuse assez grande, 1m85, un tennis très physique. Je pense pas que la terre battue soit sa meilleure surface. Je la vois bien aller pareil au 4e tour. Ça va faire du monde au 4e tour. Hein. Je la vois bien aller au 4e tour, je la vois pas aller au-delà. Angelique Kerber qui avait fait un petit miracle en gagnant 2 tournois sur terre battue après un début d'année absolument épouvantable.
Et puis bon, après ces 2 victoires, elle s'est remise à ronronner, mais pas dans le bon sens. Donc on aime beaucoup Angélique Kerber, qui est une très jolie joueuse, avec son beau jeu de gaucher, mais ce sera pas pour Roland Garros. Andrea Petkovic, une joueuse qu'on aime énormément ici, que j'aime beaucoup, 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 très intelligente, très drôle, beaucoup d'humour, une grande réussite académique également, quelqu'un qui a subi des blessures pendant 3 ans, qui est revenu, qui est maintenant 10e mondial. Il lui manque quelque chose, il lui manque un grand, grand coup pour arriver à s'imposer dans un grand, grand tournoi. Tout est bien. Elle est assez physique, elle a un bon coup droit, elle a un bon revers, elle a un bon service, mais il lui manque un coup exceptionnel et ça, je pense que ça la handicape pour avoir de très 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 bons résultats. Donc non, pas d'Andrea Petkovic qui gagne le tournoi, ça me paraît absolument impossible. Peut-être un quart de finale, pourquoi pas un quart de finale. Ekaterina Makarova, 9e mondiale. Alors une belle joueuse comme on les aime, une gauchère attaquante qui est très très bien classée en double également, une joueuse atypique, une joueuse qui manipule très très bien ses adversaires quand elle est bien, mais elle a malheureusement des sautes de concentration, elle a du mal à maintenir la performance et elle peut elle aussi se faire sortir au premier ou deuxième tour. Ça peut arriver. Je ne la vois pas gagner non plus Roland Garros. Je la vois peut-être à faire un 4e tour. Pourquoi pas. 4e tour, ce serait tout à fait correct pour elle. Carla Suarez Navarro en finale à Rome, qui a un peu craqué à Rome en finale physiquement. Elle va avoir une semaine pour se remettre dans le bain. Espagnole, physique solide, très très bonne joueuse, tactique sur le terrain, un bon coup droit, un bon revers. Elle a tout ce qu'il faut, de très 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 bonnes jambes, comme tous les Espagnols, cette filière de joueurs très costauds, qui savent jouer les points importants, qui savent jouer les points, qui savent faire déjouer l'adversaire, qui savent le frustrer. C'est pourquoi pas, allez, parce que elle est bien en ce moment, même si physiquement elle était un peu moins bien. Pourquoi pas une demi-finale, grâce à son intelligence de jeu, grâce aussi à tout ce qui est tout l'arsenal qu'elle a de joueuses de terre battue, les amortis, le jeu droite-gauche. Pourquoi pas une demi-finale. Là, je suis un peu chaud là-dessus, mais pourquoi pas une demi-finale. Anna Ivanovic, elle a commencé l'année en 5e. On disait que si elle, avec Guillaume en début d'année, on disait que si elle réussissait à rester aux alentours de la 5e place, ce serait très bien. Elle a du mal, elle descend tout doucement, 5e, 6e, 7e. Elle gagne les petits tournois. Dans les gros tournois, elle n'est jamais là. Elle a des joueuses qui deviennent ses bêtes noires, comme la petite Garcia, qu'on aime énormément ici. Et donc elle a du mal. Elle a quand même beaucoup de mal. Elle a beaucoup de mal. Et ça, elle n'est pas sereine. Alors va-t-elle réussir à gagner un tournoi qu'il avait fait Rennes? Je dis non. Je la vois pas du tout gagner parce qu'il y a meilleur qu'elle. Il y a meilleur qu'elle et qu'elle a quand même beaucoup de mal. Donc moi je pense que si elle faisait peut-être un quart de finale, ce serait très 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 bien parce qu'il y a des joueuses comme Baczynski qui l'ont battu beaucoup. Il y a des joueuses comme Caroline Garcia qui l'ont battu 3 fois de suite. Ça commence à faire beaucoup. On sent qu'elle manque un petit peu de confiance en elle et elle a quand même du mal dans les très grands tournois. Eugénie Bouchard, énigme totale. On avait prévu en début d'année qu'elle aurait du mal à maintenir son niveau. Elle est quand même 6e, ce qui est quand même pas mal. Va-t-elle réussir à faire une demi-finale comme l'année dernière? Ça me semble exclu. C'est quand même une joueuse qui cette année est arrivée à mener 6-0 et à perdre le match 6-3, 6-3. Donc on sent qu'il y a quand même plus cette espèce de confiance, d'insouciance qu'elle avait l'année dernière où c'était un peu la petite jeune qui arrivait, qui tapait tout le monde et qui était très heureuse, qui rentrait dans la balle et qui ne se posait aucune question. Là, elle se pose des questions. Elle frappe moins bien la balle. Pour ceux qui aiment un peu le bruit de la balle dans le cordage,
vous verrez bien que c'est pas le bruit de l'année dernière où c'était un bruit très net, une traversée de balle sans aucun questionnement. Là, maintenant, il y a des questions, il y a un coup de moins bien, il y a un changement d'entraîneur, il y a un changement de management. C'est pas facile. Elle reste là quand même, avec des résultats un peu moins bons, mais elle reste là. Donc elle, un quart de finale, ce serait tout à fait correct. Elle sera à sa place puisqu'elle est 6e mondiale. Alors maintenant, on va vraiment arriver dans le top 5 et là, les filles qui ont vraiment une chance. Alors, une fille qui a fait beaucoup de progrès, que j'aimais moyennement quand elle était numéro 1. Et puis finalement, maintenant, j'ai vu qu'elle avait fait des efforts. C'est Caroline Wozniacki avec son père que j'adore, qui est vraiment le papa entraîneur et qui se mettrait dans tous les sens pour que sa fille gagne. J'aime beaucoup les entendre parler en polonais, je comprends rien, mais j'adorerais savoir ce qu'il lui raconte d'ailleurs. Et c'est assez génial cette association entre les deux. Elle a fait des efforts pour changer son jeu. Elle est plus vers un jeu vers l'attaque. Elle avait un petit peu dans la transition entre ce jeu de défense absolue avec très très peu de choses, très très peu de fautes où elle faisait jouer son adversaire et qui l'a amené à la première place mondiale quand même. Elle a perdu un peu ce jeu de défense elle fait beaucoup plus de fautes parce qu'elle attaque beaucoup plus. Mais elle a gagné en puissance, elle met beaucoup plus de pression sur ses adversaires. Elle a réussi à retrouver un petit peu son jeu de défense, donc elle a un jeu assez équilibré maintenant, mais elle a un petit peu de mal à poser tout son jeu. Elle va continuer à travailler parce que c'est une bosseuse, elle bosse bien, elle est intelligente, elle comprend les choses. Je pense que c'est trop tôt pour cette année. Je la vois pas plus loin que le quart de finale, malheureusement, pour elle. Mais elle peut quand même, peut-être sur un malentendu, elle peut peut-être aller un peu plus haut. Mais je ne la vois pas vraiment, je la vois surtout pas gagner Roland-Garros. Petra Kvitova. Alors, fantastique à Madrid, extraordinaire. Elle joue de la même façon qu'elle avait joué à Wimbledon 2014. Extraordinaire, absolument injouable, absolument phénoménale, pétrie de talent. Mais encore une fois, voilà une joueuse, on parlait des planètes alignées, qui a besoin que toutes les planètes soient alignées pour qu'elle joue bien. C'est ce qui s'est passé à Madrid et à Rome, ça a été la catastrophe. On l'avait dit après sa victoire à Madrid, est-ce qu'elle va gagner à Rome? Moi j'avais dit non, parce que je sais qu'elle est irrégulière, je sais qu'elle n'arrive pas à maintenir un niveau de performance très très élevé comme peuvent le faire Serena Williams, même si elle a eu un peu de mal, même si elle a un peu de mal en ce moment, comme peuvent le faire également Sharapova, même si elle a eu un peu de mal après l'Australie et qu'elle a maintenu plutôt un très mauvais niveau de jeu et de mauvais résultats pour quelqu'un qui était 2e, 3e mondial. Donc, Kvitova, c'est un mystère. Elle peut gagner Roland-Garros. Elle le peut. Elle en a les capacités, elle en a le talent. En a-t-elle le mental? Ça, c'est une très très bonne question. Mais elle a dans sa raquette un Roland-Garros. Maintenant, il faudra que tout aille bien pendant 7 matchs. C'est long, 7 matchs. À Wimbledon, c'est plus facile. À Roland-Garros, c'est beaucoup plus dur. Donc, je ne la vois pas gagner le tournoi. Et je la verrais bien sortir au 3e, 4e tour. Pourquoi pas? C'est quand même quelqu'un qui est pas très... C'est pas la sécurité sociale, comme on dit en France. Donc, voilà. Alors, 3e, Simona Halep. Elle me déçoit. Je l'attendais beaucoup mieux. Très, très, très décevante. Sortie à Madrid par Alizé Cornet. Très décevant au 2e tour pour elle. Sortie en demi-finale à Rome. Décevant. J'attendais mieux d'elle. Je trouve qu'elle a beaucoup de mal à... Alors, ce qu'on avait dit au début d'année, c'est qu'on la voyait très bien à un moment passer numéro 1 mondial. Elle est passée numéro 3. Donc, il y a une lutte pour la 2e place, mais il n'y a pas de lutte pour la 1re place. Donc, on s'était complètement trompé là-dessus. Elle n'arrive pas là aussi, à avoir une sérénité, une confiance qui lui permet de gagner ces matchs un peu compliqués. Ce match un peu compliqué
que l'on doit gagner pour gagner le tournoi. Donc, c'est une joueuse que je vois bien aller en demi-finale. Elle serait à son niveau. Maintenant, au-dessus, surtout si elle tombe contre Serena, ça sera difficile. Mais même si elle tombe contre Maria, ce sera difficile aussi. Donc, on aimerait la voir être un peu plus sereine. Allez, on va finir avec les deux têtes de série. Tête de série numéro 2, Maria Sharapova. C'est un tournoi qu'elle n'aimait pas. C'est un tournoi qu'elle a gagné 2 fois. C'est un tournoi qu'elle aime. Pourquoi pas le hat-trick? C'est possible. Là, il y a un peu aussi une espèce de magie de Paris, une magie de tournoi qu'on a gagné, dans lequel on se sent bien, en confiance, où on a vraiment l'impression qu'on peut gagner ces matchs. C'est un peu comme ce que disait Matt Wilander. Matt Wilander aime beaucoup dire qu'un match de tennis, c'est comme un film. Mais quand on a joué souvent, on connaît la fin. Donc, par exemple, dans le match Nadal-Federer, Nadal et Federer connaissent très bien la fin du match Nadal-Federer. C'est Nadal qui gagne. Ce sera très difficile pour Federer, peut-être pas avec le Nadal qui est en ce moment, mais ce sera très difficile pour Nadal de gagner, de changer la fin du film. C'est un peu pareil pour Roland Garros. Elle a eu de très bonnes fins de film, très récemment. Donc elle est dans un environnement qui lui plaît, qui lui donne confiance. Tous ces joueurs ont besoin de confiance. Donc je la vois en finale, bien sûr. Numéro 1, Serena Williams. Un gros couac en demi-finale à Madrid, ça arrive. Elle était sur une belle série de victoires. Elle fait un couac. Un couac physique à Rome, où elle se retire. C'est pas très très bon. Juste 2 semaines avant Roland Garros, c'est pas très très bon. Mais en même temps, c'est une joueuse qui est tellement exceptionnelle, qui a tellement un niveau physique au-dessus des autres, que je l'attends. Alors c'est toujours pareil, elle peut très bien se faire sortir une année au premier tour et l'année suivante gagner. Donc la pièce, je la vois en finale quand même. Je pense qu'elle a quelque chose à prouver. Je pense qu'elle a envie de faire un grand chelem calendaire. Et c'est pour ça qu'elle a levé le pied à Rome, pour pouvoir mieux se préparer et ne pas s'entamer. Elle a quand même presque 35 ans. Voilà, vous avez un peu vu cette revue de détail. Je suis désolé, on ne parle pas de Rome, je suis tout seul. J'ai pas envie de parler de Rome. C'était un très beau tournoi en 2 secondes. Djokovic, énorme en finale, qui explose complètement Federer. Il a une balle de volley contre lui qui sauve. Et puis après c'est terminé. C'est le TGV quoi. C'est le TGV. C'est un train qui avance à grande vitesse vers son objectif de l'année 2015, Roland Garros. Maximum confiance maximale, volonté maximale. Maintenant, on va voir comment toute l'équipe gère ça. Ils avaient très mal géré la finale l'année dernière. Ce sont des gens très intelligents, ce sont des gens plein de talent, qui vont très certainement ne pas faire la même erreur, en donnant justement, en n'oubliant pas de sourire, en n'oubliant pas de faire ce que Djokovic sait faire de mieux, c'est-à-dire être très très relax sur un terrain. C'est un hyperaxe dans l'effort de Djokovic, et ce sont les meilleurs sportifs. Et donc, on peut pas. La semaine prochaine, on va essayer d'avoir tout le monde. On va avoir vu quelques tournois. On parlera des résultats de Genève et Nice, même si ce sont des tournois généralement dont le vainqueur ne peut pas gagner un grand chelem derrière parce qu'il a fait trop d'efforts. Donc, Stan Wawrinka joue à Genève cette semaine. Je pense que c'est pas une très bonne décision. À mon avis, il va sortir assez vite. Stratégiquement, ce serait ce qu'il faut faire pour arriver à Paris au moins mercredi ou jeudi. En gros, il y a des joueurs qui sont déjà là. Vous avez commencé à Paris, pour ceux qui habitent Paris, il va avoir des joueurs un peu partout, voir des joueurs qui s'entraînent un peu sur les cours autour de Roland Garros, c'est-à-dire Racing, Club de Stade Français, Racing, il y a des joueurs un peu partout. Voilà, bon ça y est, on est dans l'ambiance, on est là, on va voir un peu comment est le temps. Est-ce que ça va être un Roland Garros froid et pluvieux? Est-ce que ce sera un Roland Garros chaud, avec des balles vives? Nadal, que va-t-il se passer? Serena Williams, plein de questions. Ça va nous faire du grain à moudre pour la semaine prochaine. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à la semaine prochaine avec toute l'équipe. La Coupe Davis.